Bonjour à tous, en tant que parrain de l'émission Match après match, je tiens à souhaiter à tous les téléspectateurs et à l'ensemble des équipes du Téléclub bonne chance et bonne rentrée pour cette saison. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonsoir, c'est la rentrée des classes et pas uniquement pour les écoliers. Ravis, très heureux de vous retrouver, de vous accueillir pour cette première de match après match. 1 heure pour faire le tour de l'actualité du football. C'est le nouveau talk show 100% foot de Téléclub et tout cela réalisé en direct. On remercie notre parrain Gelson Fernandez pour son message. Pour cette première édition, sont présents ce soir Jérémy Manière, défenseur du FC Lausanne Sport, Kevin Fickencher, gardien du FC Sion, Nestor Soubiat, consultant Téléclub et enfin Daniel Romano pour la rédaction Téléclub. Bonsoir messieurs, bienvenue pour cette première. Comme on vous l'a dit, elle est réalisée en direct. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques ou vous adresser vos questions sur notre compte Twitter via le hashtag TCMAM ou encore sur notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. Le championnat de Super League a repris ses droits depuis 5 semaines et il y a déjà passablement d'enseignements à en tirer. 4 matchs, 4 victoires, 5 points d'avance sur la meute de ses poursuivants. Messieurs, première causerie dans cette nouvelle émission. Young Boys est-il parti pour un cavalier seul dans ce championnat? Oui, on peut le dire. Que des victoires, une grande maîtrise dans le jeu, des attaquants qui marquent, qui prennent peu de buts également, des bons résultats en Coupe d'Europe, on l'espère. Je pense qu'ils surfent sur la vague et je ne serais pas étonné que, même si c'est encore tôt pour parler de ça, qu'ils fassent le doublé. 5 points d'avance, Kevin, après 4 matchs. C'est un rythme soutenu? Oui, c'est un rythme soutenu et c'est mérité, je pense, parce qu'ils ont géré leur match sereinement. Ils ont vraiment été très costauds et ça va être dur d'aller les chercher. Ouais, ils sont costauds et surtout, ils continuent à surfer sur la même vague que la saison dernière. C'est-à-dire que quand il y a un joueur qui est peut-être pas en grande forme, c'est un autre qui marque. Il y a déjà une ribambelle de buts marqués. Il y a déjà 14 buts marqués entre le championnat et la coupe. Seulement 4 buts encaissés. Donc on est reparti pour vivre le même genre d'exercice que la saison dernière. On va s'ennuyer, Nestor, donc? Encore une fois, mais bon... Par le passé, au début de ce championnat, on donnait la coupe tout de suite au FC Bâle. Et je crois qu'il y a maintenant un adversaire sérieux, d'ailleurs Sion aussi. Mais Bâle, ça va être l'adversaire. Mais IB c'est une grosse équipe. Je l'avais dit à Chapuisat qu'ils allaient être champions, ils ont été champions. Cette année, je lui dis qu'ils ne vont pas être champions. Je pense que ça va être Bâle. Bâle, le contradicteur? Bâle, bon, je suis pas complètement convaincu par le début de championnat de Bâle. Même si avec Vicky, il y a eu tous ces problèmes avec aucun match gagné. Puis depuis que Kohler est là, c'est que des matchs gagnés, pas mal de buts marqués, mais on s'en sort toujours un petit peu à l'arrache avec Von Wolfswinkel qui marque à la dernière à Arnhem. Contre vous, contre Sion, c'est un CSC qui fait la différence. Vous, je ne sais pas comment vous avez vu Bâle, vu que vous l'avez affronté. Non, c'est clair que quand on les affrontait à Saint-Jacques, ce n'est pas le Bâle qu'on connaissait des années précédentes. Ils étaient un peu moins tranchants et moins dangereux. Ils étaient aussi plus bas. C'était étonnant de les voir les jouer comme ça. Normalement, c'est une équipe qui est basée sur l'offensive et qui marque beaucoup de buts. Là, ce n'était pas le cas. Mais ils doivent retrouver un petit peu aussi cette confiance. Et puis, après, une fois qu'ils seront lancés, peut-être qu'ils seront aussi durs à aller chercher. Donc, ça sera à voir. Je ne pense pas qu'il faut non plus les enterrer trop tôt. On a vu par le passé qu'ils ont quand même des joueurs de qualité. Je pense quand même que aussi la blessure de Souris pourrait leur porter un petit peu préjudice. On ne sait pas encore ce que vaut vraiment le nouveau Péruvien derrière qui est arrivé. Mais il n'y a que 4 matchs de jouer. Il ne faut pas tirer trop d'enseignements maintenant. Mais ça va se jouer entre Bâle et IB. Désolé Kevin, je pense que ça va être entre ces deux-là. Est-ce que le mercato plutôt stable d'IB, on sait que ça pourrait probablement changer après les barrages.
Il pourrait y avoir des départs. Du coup, ça pourrait rééquilibrer le duel entre IB et Bâle, selon vous? Ou du côté d'IB, on est déjà prêt à pallier à ces éventuels joueurs qui quitteraient les rangs bernois? Bon, on n'est pas en train de dire que Bâle est en train de rater ce début de saison. On dit juste qu'ils gagnent, ça c'est bien, ils font des résultats. Après, au niveau du jeu, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, les résultats sont là. Depuis que Koller est là, c'est que des victoires, peu importe comment. Là, on s'en fiche plus ou moins. Et puis, par rapport à votre question, Alain, sur les départs d'IB, ça pourrait effectivement rééquilibrer peut-être le jeu. On parle d'Assalé, on parle de Mbabou. C'est clair que pour IB, remplacer ces joueurs qui ont été omniprésents pour la conquête du titre, ça pourrait être une perte. C'est des joueurs qui sont quand même convoités depuis un certain moment. Ça fait 6 mois quand même qu'on parle d'eux pour l'étranger. Donc je pense que IB a pris les devants. Mbabou va peut-être partir en fin de mercato, mais avec la rentrée d'argent que son transfert générerait, je pense que ils auraient les moyens peut-être de frapper aussi un coup sur le mercato en trouvant un successeur digne de ce nom. Donc Assalé va, je pense, rester, vu sa blessure au genou. Il n'est pas encore remis de sa blessure. J'ai vu qu'il y avait Mainz qui le voulait, mais je pense que ça reste encore un petit peu tôt pour lui pour vraiment envisager l'étranger. Alors, on a IB, on a Bâle. Du coup, nos romans, le FC Sion. Avant de donner la parole à Kevin, d'ailleurs, on a le carton jaune pour les langues de bois dans cette émission, au cas où, qui est prêt à être dégainé. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre? Allez, commençons par le FC Sion. Moi, personnellement, je les ai vus bien. Je les ai vus jouer en match amical contre l'Inter. Et déjà, ils m'ont plu. Je crois que c'est un bon groupe. Et cette année, ça peut être aussi... Ouais, il faut tirer votre épingle du jeu. Hein. Je pense que vous êtes pas mal. Il faut savoir. Kevin, et vous pouvez... On est pas mal, mais on peut faire mieux encore. Bien sûr. Je pense qu'on n'est pas encore à 100% des capacités. Mais si on arrive à progresser, on peut devenir une très bonne équipe, j'espère. Ce qui est intéressant, c'est l'équilibre cette saison. C'est l'équilibre. D'abord, cette jeunesse, avec ensuite des plus anciens qui sont là. Et puis, pour vous avoir vu jouer déjà plusieurs fois, c'est l'équilibre qu'il y a aussi sur le terrain. On sent qu'il se passe quelque chose au milieu. C'est une campagne de transfert qui a été bien menée cette fois-ci, bien réfléchie. Et c'est aussi ce qu'on voit après sur le terrain. Je suis d'accord avec Dany. Je trouve que la charnière centrale est très intéressante. On a vu par le passé que la charnière avait beaucoup bougé, il y avait pas mal de joueurs blessés. Certains joueurs n'avaient pas convaincu. Cette année, je trouve que Netske et puis Raphaël sont assez complémentaires, assez solides. Et avec des joueurs comme Casami et Carlitos devant, on sait que ça peut faire la différence à tout moment. Je mettrais quand même un petit bémol devant. Il manque peut-être un attaquant d'expérience pour vraiment assurer 15 à 20 buts par saison, comme le faisait peut-être à une certaine période Schnauli. Mais à part ça, très très bon début de saison du FC Sion. Nestor, vous avez été dans ce registre. Est-ce que ça existe un attaquant capable de marquer 15-20 buts qui serait intéressé de venir jouer en Suisse? Sur le marché actuellement? Non, mais pourquoi pas? Il faut le trouver dans une hutte au fin fond de l'Amérique du Sud, par exemple. Oui, pourquoi pas? Il y en a beaucoup. Hein. En Amérique du Sud, il y a beaucoup de très très bons attaquants. Mais bon, il faut les trouver, il faut qu'ils veulent venir. Il y en a un du côté de Montpellier, paraît-il. Il faut... Il y a du côté de Montpellier, Giovanni Sillon, on sait quelque chose, Kevin, dans le vestiaire ou... Non, mais l'année passée, on a eu Cunha qui est arrivé. Il est arrivé de nulle part et finalement, il se retrouve à Leipzig et il a fait une saison exceptionnelle. Donc, c'est possible de trouver. Mais on connaît votre président. Messieurs, on est d'accord que ça risque encore de bouger du côté du FC. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas pléthore? Parler d'équilibre, est-ce que déjà l'arrivée de Song est susceptible de redistribuer les cartes au milieu, le retour de blessure de Kouassi? On ne va pas poser la question à Kevin pour ne pas le mettre en difficulté sur ce thème-là, mais comment il y a un embouteillage quand même là? Ça amène de la concurrence dans l'effectif. On sait que la concurrence pour un club qui veut jouer l'Europe chaque saison, elle est nécessaire. Donc je pense peut-être qu'au milieu, il y a beaucoup de joueurs. Par contre, devant, il manque peut-être, comme je l'ai dit, un attaquant d'expérience parce que Uldriki, Sedjité sont des jeunes attaquants avec beaucoup de potentiel, mais il faut peut-être un joueur un petit peu plus expérimenté. Nestor, votre regard? Ah oui, mais c'est clair. Si tu veux jouer les premiers rôles, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Avoir des attaquants qui claquent, qui marquent des buts. C'est vrai qu'ils sont bien équilibrés, mais s'ils arrivent peut-être à recruter vraiment un bon... quelqu'un qui, avec 2 occasions, il met 3 buts, par exemple... Comme très bien. Comme toi. C'est ce qu'on disait de moi. Mais bon, c'est Joël Magnin qui disait ça de moi. Et c'est le plus beau compliment qu'il m'a fait.
Moi, je pense que, comme Jérémy, il faudrait peut-être un serial buteur là-bas devant. J'admire beaucoup Bastien Thomas au milieu et j'ai un petit peu peur que ce soit lui qui fasse les frais de cette pléthore dont vous parliez, Alain, là au milieu, avec l'arrivée de Song, avec des joueurs qui vont revenir de blessures, Kwasi, Grgic, qui fait très bien aussi. J'espère qu'il trouvera un petit peu de place. En tout cas, le constat, c'est que Giovanni Sio n'a pas joué ce week-end du côté de Montpellier. Donc la piste n'est peut-être pas abandonnée du côté de la porte d'Octodure pour le ramener à Sion. Il avait laissé un souvenir intéressant quand même. Oui, c'est clair que c'est un super joueur. Chez nous, quand il était avec nous, il nous avait fait un bien fou. Et après, de son départ, que ce soit à Bâle, même Wolfsburg ou Montpellier, il a fait toujours des bonnes saisons et c'est toujours un attaquant qui va te mettre 10, 15, 20 buts par saison. Donc en tout cas, c'est pile poil ce que l'on recherche. C'est ce qu'il faut. Affaire à suivre. Ah, facile. Neuchâtel-Xamax, on ne va pas oublier Neuchâtel-Xamax. 4 matchs, 4 points avec 2 dernières sorties plus compliquées. Quelles impressions vous ont laissé sur le terrain les Xamaxiens que vous avez affrontés il y a 2 journées en arrière? Non, bonne. Je pense que cette équipe de Xamax, c'est une bonne équipe avec de l'expérience. Ils ont moins eu de réussite sur ces 2 dernières sorties, mais c'est prévisible. Il faut aussi qu'ils prennent le rythme aussi. Et je pense qu'il ne faut pas s'affoler, il faut qu'ils continuent de la même façon. Je pense que Xamax a besoin de recruter derrière. On a vu qu'il y a pas mal de blessés, 4 défenseurs sur 8 sont actuellement blessés. Sinon, c'est une équipe qui va faire ses points sur son synthétique. C'est une équipe qui a une âme aussi, donc je ne me fais pas de soucis pour Xamax. Ils ont montré des belles choses contre Bâle, ils ont montré des belles choses contre Lucerne aussi. Et la saison, elle va être faite de creux. Là, ils sont peut-être dans le premier creux et qu'ils vont devoir surmonter, mais moi, je suis confiant par rapport à la saison de Xamax. Ouais, d'autant plus que finalement, 4 points en 4 matchs, c'est une moyenne d'1 point par match. Aujourd'hui, ça tient la route. Peut-être attendons de voir 10 journées. Si à la 10e journée, Xamax a 10 points et continue sur cette lancée-là, on ne sera pas scandalisé. Il ne faut pas oublier que peut-être on s'est un petit peu emporté après 2 journées dans le positif. Là, on s'est emporté dans le négatif, mais Xamax doit faire des erreurs. Xamax va faire des erreurs, c'est normal. Xamax va peut-être perdre samedi contre IB, c'est normal. Contre le leader, contre le champion de Suisse, c'est normal. Mais c'est en faisant des erreurs, et Michel de Castel le sait, corrigera tout ça. Mais c'est bien, hein, des culottés comme ça, comme ils ont pris, c'est positif. À un moment, on se dit, voilà, on a touché le fond, allez, on remonte. Et on remet des choses, on serre les vis un petit peu. Et à de Castel de faire ça, oui, moi j'ai confiance en lui. Je pense qu'ils vont se remettre. J'étais juste un peu surpris de cette déclaration des M18. J'ai trouvé que c'était un petit peu violent de la part de Michel de Castel. Et puis le président Bingli aussi, qui a parlé de manque de confiance avant la coupe, alors qu'en fait, c'est pour moi pas du tout une question de manque de confiance, c'est une question d'erreurs individuelles. Je pense que Xamax doit réapprendre un peu à perdre, en fait. Ça fait 3 ans qu'ils terrassent tout sur leur passage. J'ai entendu Laurent Walter ce week-end qui disait que ça faisait depuis 3 ans qu'ils n'avaient pas perdu 2 matchs de suite. Donc bon, il ne faut pas s'affoler. Puis ça commence par les dirigeants, par les joueurs, par le staff. Xamax va faire une belle saison, j'en suis convaincu. Il y a des joueurs de qualité. Il faudrait juste recruter peut-être un défenseur pour combler l'absence de Djuric. Et Michel de Castel est peut-être le mieux placé pour justement laisser le calme. Savoir piquer, peut-être comme le disait Dany, avec quelques déclarations par-ci par-là, mais ramener garder surtout le calme, parce que le terme a été lâché. Il ne faut pas s'affoler du côté du néo-promu. Non, c'est clair, il ne faut pas s'affoler. La saison est longue. J'ai le souvenir l'année passée, Thun est venu perdre 7-2 chez nous à Tourbillon et par la suite, ils ont enchaîné une série de victoires. Donc, ils sont aussi restés calmes. Une défaite ou 2 peut faire aussi du bien, mais il faut surtout rester calme et la saison est longue. Et puis juste pour ça a bougé du côté de Xamax. Voilà, exactement. Je voulais juste vous le signaler. Donc, il y a un défenseur belge qui a été annoncé en fin d'après-midi. Exactement. Un latéral. Jérémy Gebhardt. Déjà, ça va faire le bonheur des commentateurs. Mais effectivement, défenseur latéral gauche. Et on sait que Xamax a besoin d'un central. Et dans l'urgence d'un central. Donc, ça semble montrer que on reste calme malgré les déclarations qui sont sorties dans les médias. Ça vous inquiète quand même, ces réactions un peu excessives du président Bingli qui ne nous avait pas forcément habitués à s'étendre comme ça. C'est la déception du président, c'est normal. Hein. Il doit taper un peu sur la table et tout quand ça va mal. Mais après, voilà, il faut voir les choses positives devant et ça va aller. Ça reste toujours un promu, hein, Xamax.
Donc, c'est pas évident quand même. Hein. Ils vont affronter les meilleures équipes suisses. Là, c'est fini, la Challenge League. Donc, voilà. À eux de faire ce qu'il faut. Messieurs, dans match après match, il est demandé aux présentateurs de se mouiller. Et après 4 journées de championnat, eh bien, difficile de sortir des tops et des flops, mais on va se verser à l'exercice. Et force est de constater, vous en avez déjà parlé, pour moi, eh bien, les transferts valaisans qui se sont déjà mis en évidence en prenant activement part au succès sédunois sont parmi les tops de ce début de championnat. Vous reconnaîtrez assez aisément les joueurs présents sur les différentes séquences préparées pour cette rubrique. Et à contrario, eh bien, vous en avez également souligné quelques traits, même s'ils ne disposaient pas de moyens illimités. Il semble que Neuchâtel Xamax n'ait pas forcément réussi la campagne attendue, loin de là. Voilà pour mon choix, top flop. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais surtout, vous êtes prié d'en débattre, selon vous. D'autres tops, d'autres flops, peut-être à signaler en ce début de saison. On pourrait dire IB dans son intégralité. Après, ça serait un peu facile de dire ça. J'aimerais relever le bon début de saison de Anto Gergic, qui a marqué, qui a fait des passes D, qui peut jouer partout au milieu de terrain et qui est un joueur très, très intéressant, qui est en train de se développer, qui pourrait peut-être retourner à l'étranger prochainement. Et j'aime bien aussi le gardien de Bâle, Jonas Omlin, qui a fait, malgré certains résultats en dents de scie du club rhénan, qui a fait des excellentes parades, qui a été régulier et puis qui prend la succession de Vachlik, ce qui n'est pas facile et qui semble assumer pour le moment. Flop? Là, j'en ai pas un directement en tête, mais je vais y réfléchir. Manière est monsieur positif. Non, j'en sortirai un, mais là, j'en ai pas. Kevin, pour vous, top? Non, les tops, je pense que Jérémy a bien résumé les tops. Peut-être les flops, le départ un peu loupé ou manqué de Lucerne, peut-être. On les attendait un petit peu mieux que ça. Ils ont perdu leur coach. Apparemment, ça leur a fait peut-être un petit peu plus de mal que prévu. Mais à part ça, voilà, je pense que... C'est difficile après 4 journées quand même déjà de cerner. Là, on a parlé d'individualité, Dany, d'autres opinions pour vous. Je suis d'accord pour les flops. J'avais pensé comme vous au mercato de Xamax parce que je me suis un petit peu amusé en regardant la définition de se renforcer dans le dictionnaire. Donc se renforcer, c'est l'accroissement du nombre de personnes ou des moyens d'un groupe qui lui permettent une action plus efficace ou une pièce qui en double une autre pour en augmenter la résistance de ceux qui existent. Puis là, Xamax a plutôt fait la deuxième option, c'est-à-dire qu'ils ont fait un mercato où au lieu de bonifier l'équipe, ils ont gardé l'équipe de Challenge League et ils ont pris plutôt des remplaçants. Et ça, moi, ça me dérange parce que du coup, ça peut peut-être expliquer le gap que... Moi, ça ne me dérange pas parce qu'on avait vu avec Lausanne qu'on était monté en 2016 qu'il y a eu un remue-ménage. 12 joueurs étaient partis, 12 nouveaux étaient arrivés. On pensait que ces joueurs-là allaient être plus forts que ceux qui n'avaient pas forcément eu de contrat pour la Super League. Pour certains, ça a été des paris réussis, comme Benjamin Cololi, comme Moussa Arraz ou comme d'autres. Par contre, pour certains, ils n'ont pas fait une minute dans la saison. Donc, tout changer, ce n'est pas forcément la bonne solution. Il y a une ossature qui est intéressante à Xamax. Et moi, je comprends qu'on veuille surfer sur cette vague-là aussi. Et il y a des moyens financiers qui sont aussi limités. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Non, mais il y a quand même l'idée d'aller bonifier, améliorer cette équipe qui jouait dans une autre catégorie la saison dernière, comme si on prend Chemaili qui était remplaçant la saison dernière en Challenge League et qui se retrouve là, malgré lui, un peu à jouer en Super League, c'est peut-être ce qui fait que Xamax a quelques carences derrière. Mais Daniel, est-ce que Xamax a les moyens financiers pour chercher des joueurs? Le président Bingli nous l'a dit directement à notre micro. L'une des principales caractéristiques du mercato de Xamax, qui recherche dans les trois profils, c'est qu'il coûte le moins cher possible le joueur. Donc effectivement, ça doit être compliqué. L'argent, ça doit être compliqué. Fait tout. Les clubs, s'ils veulent chercher des bons joueurs, il faut payer. Hein. C'est comme ça. Hein. Et ça passe par les prêts, alors peut-être le salut du mercato xamaxien. Oui. C'est une solution intéressante, ouais. Quand on a peu de moyens, il faut se tourner vers cette solution-là. Après, plus facile à dire qu'à faire. On n'est pas dans les bureaux, on ne sait pas ce qui se passe durant les tractations. Donc, moi, je vais faire confiance franchement à Xamax. Ils ont pris Cicek qui a mis énormément de buts en Challenge League l'année passée, ce qui est intéressant. Après, c'est vrai que, comme a dit Dany et comme on l'a dit déjà, il manque quand même de la profondeur derrière.
Nestor, pour vous, top, flop, vous arrivez à sortir comme ça, à chaud, après 4 journées? Top, je pense à Ouaro, meilleur buteur, premier, avec IB. Il a été décisif encore en coupe. Il ne cesse de marquer depuis le début de l'année. En tout cas, depuis son retour, alors il est largement devant tout le monde. Ils peuvent nous le dire, c'est vraiment un grand joueur. C'est vraiment, je suppose, le meilleur joueur de Super League. Il brille, il est en forme, donc pour moi, c'est le top. Ouais. Un flop? Et en flop, je dirais, plutôt que qu'en championnat, je dirais l'élimination de Bâle, en Champions League. Ça leur a fait mal quand même. Hein. J'ai mon père qui est recruteur pour Bâle, pour les petits. Donc, et puis je sais qu'il y a des choses qui se passent là-bas. Et c'est vrai que le changement d'entraîneur et tout ça, ça a vraiment fait un petit peu du mal à cette équipe. Maintenant, il faut qu'ils se remettent petit à petit avec Marcel, que je connais très bien. J'ai joué 4 ans avec lui au Grasshopper de Zurich. Je sais que c'est un gars qui a beaucoup de caractère, qui n'est pas si dur qu'on pense. Hein. Il est très sympathique. Et voilà, c'était mon capitaine pendant 4 ans. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur. Mais c'était pour moi ça le flop. Début de saison. Et aussi pour le coefficient UEFA de la Suisse, hein, tout comme l'élimination de Lucerne et de Saint-Gall. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, ça, il y a une année en arrière, mais je me souviens pas. Ouais, moi non plus. Allez, je ne veux pas se souvenir. Non, mais des fois, il vaut mieux avoir la mémoire courte. Allez, dans match après match, il n'y a pas que le présentateur qui va devoir se mouiller. Je vous propose de découvrir, messieurs, ensemble cette séquence qui s'est déroulée à la 44e minute de la rencontre entre Neuchâtel Xamax et Thun. Il y a 2-1 pour les Oberlandais au moment où Glarner effectue cette remise en touche, prolongée par Stillart, convoité par Sorgic qui en 2 temps va conclure. C'est 1-3 au retour des vestiaires et ça change beaucoup de choses pour la suite de cette partie. Comme vous le voyez derrière moi, à qui la faute sur ce but ? J'ai de la peine à incriminer un défenseur parce que je suis aussi défenseur, donc il faut un peu se soutenir dans le milieu. Alors attendez, je cherche mon carton jaune, Jérémy. Allez-y, continuez. Non, je dirais qu'il y a une succession de petites erreurs. On voit le latéral droit qui communique peut-être pas assez bien avec son central droite, ce qui fait que Sorgic passe dans le dos de Gomez. Alors, vous êtes d'accord avec moi, Jérémy? On revoit cette séquence avec quelques arrêts sur image en fonction de ce que vous dites. Déjà là, on voit Cambert un peu loin du défenseur. Et là, vous voyez la communication. Voilà, on voit que le latéral joue le hors-jeu alors qu'il n'est pas hors-jeu, qui ne parle pas forcément à Gomez. Ensuite, Gomez est peut-être surpris de voir Sorgic poser le corps devant lui, ce qui fait qu'il n'est pas gainé et puis qu'il perd le duel à ce moment-là. Et ensuite, on voit Sorgic qui termine très très bien l'action en 2 temps. Succession de petites erreurs. Regarde l'attaquant. Ah, il a sincèrement beaucoup de réussite de marquer ce but-là, faut le dire quand même. Mais oui, l'arrière latéral, sa couverture, elle est pas très bonne. Après, c'est sûr, si vous laissez un attaquant faire ce qu'il veut, il vous la met au fond. On remet peut-être la séquence parce que l'avis du gardien nous intéresse du coup. On a eu le défenseur, on a eu l'attaquant. Kevin, sur cette séquence, on voit quand même Cambert assez loin du tout noir. On voit 2 hésitations là entre Gomez et Djemaili. Gomez qui avait été repositionné dans l'axe. Et au 2e poteau, le malheureux Fezulaï qui fait le mauvais choix dans son dégagement. Laurent Walter qui, là, on ne peut pas lui incriminer grand-chose sur cette action. Non, il joue bien le coup. Il reste debout le plus longtemps possible. Il fait un super arrêt. Malheureusement, ça revient dans les pieds. Et on dort un petit peu. Et c'est le goal. C'est dommage parce qu'il avait bien joué le coup. Mais du coup, communication entre des joueurs qui ont été replacés là et qui n'ont peut-être pas forcément eu beaucoup de temps de jeu. On rappellera Djuric Semenovic absent. On joue avec une charnière Djemaili-Gomez. Ça peut expliquer ces hésitations et ce but, le regard du journaliste du coup. Non, moi je me demandais peut-être une question à Jérémy qui est défenseur. Est-ce que là, Fezulaï ne devrait pas dégager ce ballon? On a l'impression qu'il se pose 3000 questions. C'est la dernière erreur, mais l'action, le but, il part déjà depuis bien avant. Comme l'a dit Alain, Yannick Cambert un petit peu loin de son adversaire direct. Et comme l'a dit aussi Alain, je pense que avec la charnière centrale Djuric Semenovic, Xamax ne prendrait peut-être pas ce but. Gomez a été replacé en défense centrale pour ce match-là. Fezulaï est novice à ce niveau-là. La communication entre les deux n'a peut-être pas été excellente, mais la couverture de Fezulaï doit être un petit peu mieux, à mon avis. Voilà, du coup, 1 heure.
C'est déjà l'heure de la mi-temps, une heure de débat sur le football. On ne voit pas le temps passer. Et messieurs, ainsi que vous, chez vous, je vous propose une pause vitaminée. Hey, c'est la reprise! Que s'est-il passé pendant la pause estivale? Alors les Français nous parlent toujours de leur Coupe du Monde, mais en plus cet été ils ont re-signé pour un bail de 20 ans. Ronaldo a quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juve. J'ai jamais su comment on disait d'ailleurs. La Juve? La Juve? Mercredi, les anciens coéquipiers de Ronaldo se sont inclinés face à l'Atlético Madrid en finale de Supercoupe d'Europe. Et la grande question que tout le monde s'est posée en regardant ce match, ou plutôt en regardant le coach assistant de l'Atlético Madrid, c'est: est-ce qu'il pleuvait ce soir-là? ou est-ce qu'il a tout simplement trempé ses cheveux dans un bol de frites? Je donne un petit indice, il pleuvait pas ce soir-là. Il y a eu d'autres matchs de Coupe d'Europe cette semaine, mais il y en a un qui a spécialement attiré mon attention. Le match Zénith Saint-Pétersbourg contre Dynamo Minsk. Bon, dit comme ça fait clairement pas rêver, d'accord. Mais attendez! Au match aller, le Zénith a perdu 4-0 contre Minsk. Et au match retour, le Zénith a réussi à s'imposer 8-1 contre Minsk. 8-1. Alors maintenant, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui crient au trucage. Mais franchement, si vous voulez truquer un match, vous pensez pas qu'ils auraient été un poil plus discrets? C'est comme quand tu veux piquer une frite dans l'assiette de ton voisin. Bah, t'en prends pas 8. Sinon, tu te fais griller direct. Et si c'est les frites du coach assistant de l'Atlético, bah, te prends pas du tout. Les choses sérieuses commencent. L'UEFA Champions League débarque sur Téléclub à partir du 21 août. Tous les matchs et tous les buts, le meilleur du football. Place au match aller des playoffs, mardi et mercredi. Des rencontres à vivre en direct et en exclusivité sur Téléclub Sport. Ces matchs de l'UEFA Champions League vous sont présentés par Pepsi, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Bienvenue sur Téléclub Zoom. C'est de l'émotion en direct avec des matchs gratuits. L'UEFA Champions League avec une rencontre offerte les mardis à 18h55. Une partie de l'UEFA Europa League chaque jeudi. La Braque.ch Challenge League tous les vendredis. La Serie A tous les lundis soirs. Sans oublier les championnats néerlandais, belges et écossais. Ainsi que du hockey sur glace avec la NHL, la Champions Soccer League et la Swiss Ice Hockey Cup. Téléclub Zoom, c'est de l'analyse avec des émissions pour ne rien manquer. Tous les buts. Les plus belles actions. Retrouvez l'essentiel du foot suisse et international dans nos émissions. Le ton additionnel qui suit chaque soirée de championnat. L'heure de jeu, c'est tous les dimanches. Et notre nouveau talk show, match après match, tous les lundis à 19h. On vous attend sur Téléclub Zoom. Le FC Bâle n'est plus qu'à une marche de la phase de groupe de l'UEFA Europa League. Tombeurs du Vitesse Arnhem, les Rhénans doivent encore surmonter l'obstacle chypriote de l'Apollon Limassol en barrage pour accéder au Graal. Le nouvel entraîneur bâlois Marcel Koller parviendra-t-il à poursuivre sa série victorieuse? Suivez le match aller de ces barrages en direct et gratuitement jeudi dès 19h55 sur Téléclub Zoom.
19h29, on vous retrouve en direct pour cette première de match après match. Merci à Jérémy Croza pour sa respiration vitaminée. On le retrouvera tout au long de la saison. Voilà, deuxième partie qui débute. Et comme on vous l'a dit en début d'émission, n'hésitez pas à intervenir sur notre compte Twitter avec le hashtag TCMAM pour vous faire part de vos réactions ou éventuellement nous adresser quelques questions pour les invités présents ce soir. Vous pouvez également le faire via la page Facebook Téléclub Sport Romandie. Et avant de retrouver le championnat dont on a largement évoqué le début de saison dans la première partie de cette émission le week-end prochain, eh bien la semaine qui démarre sera riche en événements et pas uniquement pour les clubs suisses. 26 billets sont déjà attribués pour les phases de groupe de la Ligue des Champions. C'est dire qu'il reste 6 places vacantes. La Suisse aura-t-elle un représentant à ce niveau-là de la compétition? Eh bien, Young Boys, le champion suisse, affronte en double duel le champion de Croatie, le Dinamo Zagreb, d'un certain Mario Gavranovic. Alors, quelles sont, selon vous, les chances des Bernois? Je pense qu'elles sont plutôt bonnes. Après, il faut rester les pieds sur terre. Il ne faut pas penser que ça va être déjà fait. Ils affrontent le champion de Croatie, le vainqueur de la Coupe, qui est actuellement premier ex-aequo après 4 journées. Il y aura aussi Izet Ajrovic, il me semble, dans cette équipe. Donc, ils retrouveront 2 anciennes connaissances du championnat suisse. C'est des playoffs, il n'y a que des bonnes équipes à ce niveau-là de la compétition, mais je pense que IB aurait pu tomber sur un adversaire encore plus coriace, mais c'est pas encore fait. Car IB n'était pas des têtes de série, hein. On le rappelle, c'est le coefficient du club qui définit les têtes de série ou non, et IB, au vu de ses dernières campagnes, ne l'était pas. Ouais, c'est la première fois que IB n'a jamais joué la Champions League. Ça fait 5 fois qu'ils se sont fait éliminer à ce stade de la compétition, même avant. Et là, moi j'ai envie d'y croire. Ça va se jouer à peu de choses. Les 2 équipes arrivent sur 5 victoires en 5 matchs. Les 2 équipes sont en pleine confiance. Mais j'ai vraiment envie d'y croire pour IB parce que IB a passé cet obstacle de devenir enfin à nouveau champion de Suisse après tant d'années d'attente. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans les têtes, au niveau de la confiance. Et s'il y a une année où c'est la bonne, eh bien, ça peut être que celle-ci. Comme tu dis, c'est cette année plus que jamais. En plus, ça pourrait générer des rentrées d'argent considérables. Ça parle de 30 millions, il me semble, en cas de qualification. Tous les feux sont ouverts pour le club bernois. Donc je pense que cette année, ça doit être la bonne pour IB, parce que, comme l'a dit Dani, ils n'ont pas eu d'autres rencontres avant cela. Juste pour IB, un endroit sympa à jouer là-bas. J'avais joué, moi, en Champions League avec Dinamo Zagreb, c'est chaud. C'est une bonne équipe. Les Croates, ils sont bien en ce moment. Hein. Ils ont démontré au Mondial qu'ils étaient présents, non? Et ouais, ça va être très, très difficile, mais avec la qualité de cette équipe de IB, ils peuvent le faire, oui. Ouais, là où il faut faire attention, c'est que c'est une équipe, le Dynamo, qui joue avec une équipe en Champions League et une équipe en championnat. Pratiquement tous les joueurs, toutes les cartes sont redistribuées. Donc il y a une question de fraîcheur aussi qui pourrait faire la différence. Oui, mais je pense qu'il ne faut surtout pas les sous-estimer, cette équipe, parce qu'on pense que c'est un tirage favorable ou qu'ils ont les possibilités de s'imposer, mais je pense qu'il faut quand même faire attention à cette équipe et prendre vraiment cette rencontre avec un grand sérieux. En termes de fraîcheur, IB n'a pas réussi le week-end parfait en allant se faire peur du côté de Bienne en Coupe Suisse, quand on doit faire rentrer Souleymani, O'Haro, Djibril Sow pour faire pencher la balance. Je pense que ce n'était pas trop dans les plans de Gerardo Seoane. Je pense que ça a dû leur faire beaucoup de bien parce qu'ils ont dû se remettre un petit peu tous en question. Ils avaient peut-être déjà un peu trop la tête à cette Champions League, et puis d'être passé comme ça sur le fil à la dernière minute du temps réglementaire pour égaliser, et puis à la toute fin des prolongations pour passer. À mon avis, ils n'ont pas dû être très fiers d'eux sur leur tour, et ça peut peut-être plutôt leur faire du bien, à mon avis. Je pense que ça les a aussi maintenus sous tension. On voit que IB fait un excellent début de saison. C'était peut-être le premier
possible accro, ce match de coupe. Finalement, ils l'ont bien négocié. Moi, je pense que c'est tout bénef pour le match de Champions League qui arrive. Les joueurs seront frais, c'est le début de saison, la préparation a été bonne. Donc moi, je pense que c'est au contraire une bonne chose pour IB d'avoir dû justement se remettre en question après ce match-là et puis de s'être fait un petit peu peur. Ça montre qu'ils devront de nouveau aborder ce match avec sérieux, même si ce ne sera pas le même adversaire, ça sera un adversaire de play-off de Champions League. Vous avez parlé de l'ambiance qui risque de régner du côté de Zagreb. Avantage pour les Croates. Terrain synthétique de Berne. Clairement un avantage pour IB, vous qui l'avez foulé, messieurs. C'est particulier quand même. Non, clairement, synthétique reste le synthétique. Quand on n'est pas habitué à s'entraîner ou jouer dessus, ça change complètement un match. Et là, je pense que ça peut être un grand avantage pour IB, effectivement. Pas évident, hein, synthétique. Hein. Moi, j'ai connu ces changements. Vraiment, jouer au synthétique, c'est un autre football. Hein. La balle rebondit différemment. Il y a des choses, les défenseurs, ils sont toujours embêtés. Hein. Pour tacler, vous arrachez la moitié de la cuisse. Ça, c'était à ton époque, ça. Ah, mais non, ils sont bons, les synthétiques. Maintenant, moins, maintenant. Bon, allez, ça va, tant mieux. Par contre, le retour à Zagreb, la gestion des émotions, l'euphorie du peuple croate, enfin, on sait que ça peut vite être le feu, comme un certain Xamax à l'époque avait coulé du côté de Galatasaray. On a quelques exemples comme ça de clubs suisses qui se sont éteints. Ça peut perturber un club comme IB. Ouais, mais il faut passer par là. C'est la Champions League, c'est le top niveau. Ils ont fait d'autres déplacements dans les dernières années. Ils sont allés jouer à Everton, à Goodison Park. C'est aussi des environnements, je dirais pas hostiles, mais avec des grosses ambiances, avec des gros adversaires. Donc, s'ils veulent vraiment réaliser, accéder à la Champions League, ils doivent passer par là. Ouais, je suis assez d'accord. Par contre, ouais, l'ambiance et le retour en Croatie, ça peut être un de ces détails dont je parlais au tout début, qui peut faire la différence. Leur public est super virulent, hein, pas virulent. Hein. Absolument. Sincèrement, hein. Il faut faire attention. Il y a les pierres qui tombent. Ah non, vraiment. Hein, non, mais à eux de faire en sorte de calmer un peu le feu en faisant une grosse performance chez eux dès leur premier match. Pour aller sereinement là-bas. Ils en sont capables en plus. Sur leur synthétique, ils sont capables de, je dirais pas de tuer la confrontation, mais presque. En tout cas, on espère vivement, et je pense que et du côté de Lausanne et du côté de Sion, et probablement dans tous les vestiaires des clubs suisses, on sera derrière Young Boys. Match planifié et programmé mercredi soir, bien évidemment à suivre sur Téléclub comme les autres barrages. Messieurs, j'aimerais rapidement vous entendre sur Benfica, PAOK Salonique, Ajax, Dynamo Kiev, PSV, Bate Borisov. On n'est pas encore dans les phases de groupe, mais il y a déjà quand même du lourd à ce stade des barrages. Benfica qui a éliminé quand même Fenerbahçe. Pas mal, hein. Et une grande équipe. Hein. Benfica qui est là surtout grâce au faux pas du Sporting lors de la dernière journée. Hein. C'est des miraculés. Sporting était deuxième avant la dernière journée. Ils ont bénéficié d'un faux pas du Sporting Lisbonne. Ils vont pas manquer. Ils ont l'expérience pour passer. Benfica favori selon vous contre le PAOK? Bon, là, vous parlez du Sporting. Et du Benfica. Ce qui est marrant. Non, vous venez de mentionner le Sporting. Benfica va jouer d'abord ce barrage aller. Ensuite, ils vont jouer le Sporting le week-end prochain. Et ensuite, ils font le retour du barrage. Donc, sacrée semaine quand même pour Benfica. Miraculé, certes. Et je me demande s'ils ne vont pas perdre quelques plumes dans une de ces confrontations. Après, un club comme Benfica se doit d'être en Champions League. Comme spectateur complètement neutre, je serais déçu de ne pas voir Benfica cette année. C'est un club mythique portugais. Même si le PAOK a fait des belles choses pour l'instant en qualification, je pense que Benfica va passer cet écueil-là. Tombeur du FC Bâle, on le rappelle. Eh bien, tiens, le FC Bâle, lui, va tenter de prolonger sa campagne d'Europe face aux Chypriotes de l'Apollon Limassol. Le match aller devait avoir lieu à Chypre. Problème, eh bien, 2 clubs chypriotes sont engagés à ce stade et c'est Apoel Nicosie Astana qui aura les privilèges du match aller en terre chypriote. Et du coup, Bâle va démarrer à domicile ce duel. Est-ce que ça a encore une influence, selon vous, Nestor Soubiat, de jouer le match retour à domicile? Oui, de temps en temps. Ça dépend du match aller, ce qu'on a fait, non? Et non, mais bon, Bâle, ils n'ont pas le choix. Il faut passer ce tour. Marcel Koller le sait. Il faut passer. Bâle a besoin de passer, a besoin de faire des tours en Europa League. Et pourquoi pas aller le plus loin possible. Une demi-finale, une finale, qui sait? Qui sait? Pour Bâle? Non, je les vois aussi passer, ça va mieux. Et je pense que c'est pas plus mal de jouer aussi le premier match à domicile. Comme ça, ils peuvent tout de suite mettre la pression. Gagner ce premier match sera très important. Et comme ça, ils pourront voyager un petit peu plus sereinement et aller chercher la qualification là-bas.
Je suis d'accord. Rien d'autre à ajouter. Pas de grand connaisseur du football chypriote, donc pas d'inquiétude à avoir pour le FC Bâle. Depuis que Marcel Koller est là, il s'est passé quelque chose. Il gagne, peu importe la manière, il gagne. Et les victoires entraînent d'autres victoires. Je me fais pas trop de soucis pour Bâle. Ben voilà pour cette thématique du FC Bâle. On m'a fait passer rapidement sur le FC Bâle. J'aurais quand même aussi voulu vous entendre sur les clubs néerlandais engagés dans ces barrages de Ligue des Champions. Les Pays-Bas qui, comme la Suisse, sont redescendus au niveau du classement UEFA. Là aussi, à même titre que Benfica, une Ligue des Champions sans et ou l'Ajax et ou le PSV, ça ferait tache dans le paysage. C'est des clubs qui vous manqueraient. Oui, je pense que c'est des clubs à tradition, des grands clubs en Hollande. Mythique. Voilà, exactement. Et quand ils ne sont pas là, c'est vrai que ça fait un peu plus tâche, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Attention tout de même au Dynamo Kiev pour le club de l'Ajax. Moi, je vois l'Ajax quand même légèrement favori. Huntelaar qui cartonne là depuis quelques semaines. Il y a plusieurs joueurs très intéressants. Tadic, Delight qui sont tous des joueurs capables de marquer. J'aimerais aussi voir l'Ajax en Champions League. J'aime bien cette équipe, elle m'est sympathique et je pense qu'elle a les moyens de passer. PSV, Ajax, des clubs qui vous parlent? Ouais, c'est un grand pays de football. Il faut qu'en tout cas l'un des deux soit là cette année en Champions League. C'est des pays à tradition, comme l'a dit Kevin. Et, je pense que l'Ajax passera aussi. Mais difficilement, parce que c'est quand même une confrontation assez équilibrée. Le Dynamo Kiev, on a l'habitude de les voir en Champions League, ou en tout cas bien figurer dans les compétitions européennes, notamment en Europa League. Donc, pas facile. Ouais, le Dynamo n'a jamais battu l'Ajax en Coupe d'Europe. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était aussi en barrage de la Champions League. C'était en 2010 et c'est l'Ajax qui était passé. Mais si on l'a dit en introduction de cette causerie, 26 billets sont attribués d'office par on va dire, l'UEFA qui a changé le mode de qualification. On sait que les 4 premiers des principaux championnats, allemands, espagnols, italiens et anglais, sont qualifiés d'office. Finalement, vous en pensez quoi? C'est un peu de la poudre aux yeux aux petites nations que de laisser juste 6 billets qualificatifs ouverts pour la phase de groupe, ou cette formule vous plaît, Kevin? C'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de place pour les, entre guillemets, petits, ça c'est sûr. Donc déjà que c'est des équipes normalement inférieures à ces grosses pointures de championnat européen. Donc pour se qualifier, c'est pas facile et il faut du courage et du mérite. Est-ce que l'UEFA ne fait pas tout faux? Je ne vais pas me permettre de critiquer l'UEFA. Moi, je ne connais pas assez la maison. Ils font pas tout juste. Ils font pas tout juste. Mais ouais, c'est vrai. Je dirais que ça creuse encore le fossé entre les grands clubs et les petits clubs. On voit que c'est de plus en plus difficile de se qualifier pour les compétitions européennes. Et on voit aussi que la répartition financière liée aux qualifications européennes sont de plus en plus... il y a de plus en plus d'écart entre ces ligues-là. Donc ça devient compliqué pour les championnats néerlandais, pour les championnats suisses, pour les championnats grecs, portugais également, de se qualifier pour ces compétitions. Pour étayer vos propos, IB se qualifie pour la Ligue des Champions. Ligue des Champions ne touche pas le même prize money, la même récompense que Bâle aurait pu toucher en se qualifiant pour la même Ligue des Champions. C'est le système voulu par l'UEFA en fonction du coefficient du club. C'est la même chose pour Porto avec Benfica, c'est la même chose aux Pays-Bas, comme vous l'avez dit, Jérémy, juste pour étayer vos propos. Et là, on a quand même le sentiment que ce n'est pas le rôle de l'UEFA d'écarter ces clubs. Non, mais ce qui me dérange, moi, c'est qu'il y a encore quelques années en arrière, l'UEFA avait décidé d'ouvrir les portes aux petites équipes, de permettre aux petites équipes d'accueillir des grandes équipes dans leur stade pour la fête du football, pour les supporters, etc. Et puis tout à coup, on a l'impression qu'ils ont pris un nouveau virage et puis que tout ce qui avait été mis en place n'existe plus. Et moi, ça me... Je pense que c'est aussi pour des raisons de compétitivité. Il y a des énormes différences entre des clubs comme le Real Madrid ou l'Apollon Limassol. Donc ça, je pense que ce n'est pas forcément non plus dans l'intérêt du spectateur de regarder des matchs comme ça, qui se finissent par 6 ou 7-0. Mais c'est clair que c'est dommage pour ces petits clubs-là qui
qui ont forcément... J'ose la question, est-ce que c'est pas intéressant pour l'UEFA finalement de protéger le fameux top 14 en éliminant ce type d'affiche? Parce que là, clairement, au regard des 26 équipes déjà qualifiées, celles qui sont engagées au barrage, dans les phases de poule, on va avoir du lourd. Mais pour Limassol, c'est du bonus de jouer ces barrages. Pour ces équipes qui sont arrivées jusqu'au barrage, certaines d'entre elles, c'est en fait du bonus. Il y a déjà la musique de la Champions League au barrage. Limassol sera en Europa League. Oui, absolument, mais c'est comme s'ils avaient la possibilité de jouer une sorte de match de Champions League. Et moi, c'est ça qui me dérange. Soit on donne la possibilité aux petits clubs d'accueillir des grandes équipes, aux spectateurs des petits clubs de voir jouer les grandes équipes, ou alors on ne fait pas cette formule-là, puis on est transparent et puis on explique que la Ligue des Champions, c'est pour les grandes équipes et c'est tout. L'UEFA avantage les grands clubs. Hein. C'est comme ça, il faut le dire. Ils avantagent les grands clubs, les grandes nations du football. C'est comme ça. C'est la tendance actuelle. Peut-être avec Platini, ça aurait été différent, je ne sais pas. Mais c'est la tendance qu'il avait, du moins, Platini, quand il était à la tête de l'UEFA. Là, maintenant, non. Voilà. Peut-être aussi cette envie, quand ils ont un nouveau président, donc le nouveau président, le nouveau dirigeant veut forcément marquer d'une empreinte son arrivée, et puis peut-être faire tout le contraire de ce qu'il y avait avant. Après, on n'est pas dans les secrets de ce qui se passe à l'UEFA, mais ça peut être peut-être une explication. Est-ce que finalement, la Ligue des... C'est là Bon, on est clairement interrompu. C'est la fin du temps réglementaire, messieurs. Il nous reste donc 5 minutes de temps additionnel pour traiter tout azimut les autres thèmes d'actualité et les questions reçues de nos téléspectateurs. Et le premier qui a fait l'actualité, Nestor, c'est Lionel Messi. Célèbre joueur argentin que vous connaissez, qui a annoncé renoncer au prochain match de l'équipe d'Argentine. Alors selon vous, est-ce une parenthèse ou une fin de carrière internationale déguisée? Non, pas du tout. C'est justement, il a besoin de repos, en fait. Parce qu'il y a une génération qui arrête. Les Mascherano et tout ça, je suis très content de ne plus le voir d'ailleurs en équipe nationale, et puis certains autres, mais bon, c'est pas grave. Et Léo Messi, il a besoin de se reposer. Il n'y a pas de sélectionneur. Quel pauvre petit Lionel Messi. Pauvre, hein, ouais, je sais. Mais comment vous expliquez qu'il prenne sa retraite? Mais non, il est déjà parti en 2016 parce que le mondial, c'est pas une retraite. Mais en fait, c'est pas une retraite. Il avait décidé de partir. Après 2016, après la défaite. Il a dit j'arrête. Après la finale du mondial et les deux Copa América, j'arrête. Ok, déception. Tu reviens en cours, tu fais le mondial. Là, tu sais pas, 2018, je me tâte, je vais me reposer, puis après, on verra. Mais soit tu prends ta retraite, soit tu restes. Point. En fait, ils ont besoin de souffler tous. Et il y a un renouveau. Il n'y a pas encore d'entraîneur en équipe nationale argentine. Est-ce que c'est ça qui va déterminer son retour? Oui, bien sûr, 6 mois. Il y a 2 matchs, contre le Guatemala et contre la Colombie. Les Argentins vont jouer. Mais tous ces 6 mois, il y a un autre entraîneur, Scaloni, qui était l'entraîneur des moins de 20 ans avec Aymar. Et c'est tout. Et donc, beaucoup de joueurs nouveaux. Des joueurs qui jouent en Argentine, pas mal, que personne ne connaît. D'ailleurs, je pense que vous ne les connaissez pas, moi oui, mais parce que je regarde beaucoup le football argentin. Et donc, il va donner la chance à d'autres. Voilà. Et tous les autres... Pourquoi tu dis que les Argentins ont besoin de souffler, les autres nations jouent tout autant, les autres joueurs dans les grands championnats jouent tout autant que les Argentins? Est-ce que l'Argentin est fainéant? Tu parles de Messi, là? Non, déjà... Messieurs, vous savez que dans la planète foot, quand on parle de Messi, on parle forcément de... Cristiano Ronaldo. Et ce week-end, c'est également l'actualité, la Serie A a retrouvé le chemin des pelouses. C'était effectivement la grande première de Cristiano Ronaldo sous le maillot de la Juventus. Est-ce que ce transfert vous a surpris? Oui, je n'ai toujours pas compris. Pas compris. Après, ça me fait bizarre de le voir avec le maillot de la Juventus. Après, c'est clair qu'il voulait peut-être changer d'air financier. Ça c'est des choses qui ne me regardent pas. Mais... Il y a des méandres qui sont parfois impénétrables. Voilà, mais de le voir avec ce maillot de la Juventus, il faut s'habituer. Il a besoin d'être aimé. Ronaldo, il a besoin d'être aimé. C'est le seul public qui l'a applaudi à l'extérieur. Je crois qu'il a besoin que le fisc espagnol l'aime aussi. Je crois que c'est une des raisons. Il était d'ailleurs très aimé par le public, vous savez, parce que ce week-end, hier soir, il y a eu Real Madrid-Getafe, moins de 50 000 spectateurs à Bernabéu. La dernière fois qu'il y a eu aussi peu de monde au Bernabéu, c'est à la fin de la saison 2008-2009, juste avant qu'arrive Cristiano Ronaldo. C'est aussi suite à leur défaite en Europa Cup. Contre Atlético. Oui, mais contre Ronaldo, là, les gens allaient à Bernabéu.
Ouais. Messi, Ronaldo, autre thème d'actualité. Alors, c'est notre équipe nationale sur fond de fausses annonces, de mise à l'écart, de démission attendue. L'équipe de Suisse est toujours au cœur de l'actualité, en fait. Sur un plan purement sportif, parce qu'on va laisser tout le reste de côté, l'heure des essais a sonné. Je crois que là, on est tous d'accord pour le dire. Alors moi, je vous lance 2 noms. Est-ce que Hayeti et Itten seront les nouveaux leaders de l'équipe de l'Anati ? Les nouveaux leaders de l'attaque, de notre équipe nationale. Je pense que c'est... Hayeti va être rapidement sélectionné, à mon avis. Itten a beaucoup de potentiel, mais il joue encore à Saint-Gall. Il faut qu'il se fasse encore un petit peu... qu'il prenne un peu d'expérience, qu'il joue des compétitions européennes, pourquoi pas aussi. Je pense qu'Hayeti a des grandes chances d'être là lors du prochain rassemblement. Itten, pas cette fois. Hayeti, vous l'avez affronté? Oui, je suis d'accord avec Jérémy. Je pense qu'Hayeti a une place à postuler dans le groupe. Je pense qu'il a fait des bonnes performances avec Bâle et s'ils arrivent en plus à se qualifier en Europa League, il pourra jouer en A. Hayeti, il fallait qu'il aille au mondial. Hayeti, pour moi, il devait aller au mondial. Il aurait amené cette petite part d'imprévisibilité qu'il n'y a pas eu. Mais il a fait confiance au groupe. C'est pour ça. Avec le résultat qu'on connaît. Dernier thème d'actualité. Tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de Suisse. Lausanne-Sion. Alors, messieurs, c'est une finale avant la lettre, clairement. C'est beau pour le foot roman. C'est une belle affiche. J'espère qu'il y aura du monde à la Pontaise et qu'on voit un beau match. Jérémy, pour vous, c'est un peu tôt. Moi, c'est trop tôt, c'est dommage. Je ne serai pas là. C'est trop tôt pour vous. Ouais, mais c'est trop tôt aussi dans la compétition. J'aurais bien aimé affronter Sion un peu plus tard. Allez-y. J'aurais bien aimé affronter Sion un peu plus tard. J'aurais bien aimé affronter peut-être d'autres équipes de Ligue inférieure d'abord pour faire monter la pression et les affronter pourquoi pas en quart de finale. Vous me tendez la perche, personnellement? Comment vous vous sentez aujourd'hui, Jérémy? Ça va de mieux en mieux. Je vais bientôt reprendre la course et j'espère être à 200% lors du deuxième tour. Vous avez récupéré le programme de remise en forme de Kevin Fickencher qui a aussi dû courir après l'agenda pour être prêt pour ce début de saison. Il va me le passer, c'est prévu. Là. Ok, vous l'avez entendu, les 3 coups de sifflet ont retenti. C'est déjà terminé pour cette première édition de 2 matchs après match. Eh bien, depuis cette année, vous le savez peut-être, mais si jamais, petite piqûre de rappel, toutes nos émissions, vous les retrouvez sur YouTube, sur notre chaîne. Abonnez-vous, Téléclub Romandie. Avant de nous quitter, je vous rappelle également que cette saison, nous vous proposons tous les lundis soirs le match décalé de Serie A et donc d'ici une demi-heure, retrouvez Christophe Curti pour vivre en direct la rencontre entre l'Atalanta Bergame et le néo-promu Frosinone. Si vous n'en avez pas encore assez du football, on vous rappelle les barrages de la Ligue des Champions pour mardi et mercredi, Bâle en Europa League jeudi, le premier match de Servette à domicile pour ce vendredi et on retrouve la Super League ce week-end. Bref, du football le lundi, du football tous les jours de la semaine, c'est sur Téléclub. Merci messieurs d'avoir honoré cette invitation pour cette première. On a pris beaucoup de plaisir. Merci aux personnes qui ont œuvré en coulisses pour la bonne tenue de cette première de match après match. Merci à vous pour votre fidélité. On vous dit à bientôt sur Téléclub. Salut!